Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer donc, les travaux dirigés du cours Théorie des communications du Master académique Communication moderne. Donc, vous avez mes coordonnées pour pouvoir me contacter pour avoir des documents de cours ou de TD. On va donc aborder la correction des TD. Ça concerne la partie 2 qui est la représentation des signaux. Premier exercice, on vous donne un ensemble de signaux SI de T avec I égale à 1 à 4 qui sont représentés dans la figure suivante. Donc on a S1, S2, S3 et S4. En inspectant les signaux, peuvent être exprimés en termes de fonctions de base. Donc en regardant les signaux, donc on peut voir que les deux fonctions de base qu'on peut prendre, c'est cette première partie-là, c'est 1, et la deuxième partie ici, c'est le 2, qui peut être donc multiplié à chaque fois par un coefficient pour obtenir donc les signaux S1, S2 et S3. Donc je vais donner en mémoire les 4 signaux et les deux fonctions de base. Et on voit bien que S1 il s'exprime en fonction de cette fonction de base plus cette fonction base. Ça me donne donc S1 de T, c'est 1 que multiplie cette valeur-là, plus 1 que multiplie cette valeur-là, ça me donne donc ce résultat-là. S2 aussi, donc c'est 1 que multiplie cette valeur-là, moins 1 ici pour la valeur donc, de psi2. Pour le S3, on va continuer. S3, donc ici on voit que psi1 il est négatif, donc c'est un moins 1, plus 1 psi2. Le psi2 ils sont identiques, donc c'est 1 que multiplie psi2. Le S4, c'est, je vois que des signes négatifs, donc ça va me donner moins 1 psi1, moins 1 psi2. Et j'obtiens donc ce signal S4. Donc les fonctions de base sont orthogonales. Donc je fais le produit de psi1 par psi2. On voit bien juste par le regard que 1 multiplie 0 et donc 0 multiplié par 1. Donc vous voyez, j'ai 1 ici que multiplie 0 ici et j'ai 0 ici que multiplie 1. Donc ça va me donner égal. Donc elles sont psi1, psi2, c'est égal à 1. Donc l'intégrale des deux, ça donne un 1 ainsi que les fonctions de base ont une énergie qui est unité. Normalement, je dois avoir ici, c'est égal à 0. Hein, donc normalement, l'intégrale de psi1 que multiplie psi2 est égal à 0. Parce que quand je multiplie ces deux signaux, donc je vais avoir 1 que multiplie 0 et 0 multiplié par 1. Donc la somme des deux, ça me donne donc 0. Attention, ici c'est une erreur. Pour bien sûr, les fonctions de base, ils ont une énergie unité, on le voit bien. Donc ici, 1 par 1, ça me donne donc 1 au carré, ça me donne un 1. Et bien sûr, 1 au carré aussi ici, ça me donne aussi un 1. Donc le psi2, l'intégrale psi2 au carré de 1 est égal à 1. Donc les deux fonctions de base sont orthogonales et normales. Donc ça veut dire qu'elles sont orthonormales. Le diagramme de constellation de ces deux signaux. Le diagramme de constellation, c'est la représentation de la constellation de la modulation numérique dans l'espace géométrique du signal. Les axes x, y doivent être les fonctions de base psi1 et psi2. Et les signaux possibles sont représentés par les 4 points appelés points de constellation. Donc on retrouve dans cette figure-là. Donc ceci, c'est la constellation de la modulation numérique. Les axes x et y sont psi1 et psi2. Et les 4 signaux possibles ici sont appelés les points de constellation. Donc, deuxième exercice, supposer que l'ensemble des signaux peut être représenté par la forme suivante. J'ai un SI de t qui est égal à racine de 2 cosinus de pi fct et plus racine de 2 sur t sinus de pi fct. Avec t appartenant à l'intervalle 0 grand t et le produit fct, donc la fc c'est la fréquence porteuse multipliée par la période est très supérieure à 1. On peut choisir les fonctions de base suivantes, psi1 et psi2. Et donc, on va calculer le produit de ces deux, donc
Normalement, psi 1, psi 2, l'intégrale de 0 à t doit être égale à 0. Donc j'ai un cosinus et un sinus, donc le produit d'un cosinus par un sinus. Ça va me donner donc, exprimer cosinus multiplié par un sinus, ça va me donner sinus de a plus b et sinus de a moins b. Donc a moins b, ça donne 0, a plus b, ça donne le double de l'expression entre parenthèses de psi 1 ou de psi 2. Donc bien sûr, avec un 1,5, le sinus 0 disparaît, il me reste seulement le cosinus. Donc ce cosinus, je dois l'intégrer entre 0 et 4t, et donc un cosinus, quand il est pris entre 0 et 4t, donc généralement c'est 1 moins 1, donc ça me donne un 0. La norme, on voit bien que c'est des sinus et des cosinus, donc si je prends au carré un sinus ou un cosinus, donc ça va me donner 2 sur t, et toujours je peux l'exprimer en fonction de 1,5 facteur de 1 plus cosinus, le double de ce qui est entre parenthèses pour psi 1 et psi 2. Donc c'est à peu près égal à 1. Donc ces deux fonctions de base sont orthonormales. Troisième point, utiliser la procédure de Gram-Schmidt pour trouver un ensemble de fonctions de base orthonormées correspondant aux signaux xi montrés ci-dessus. Donc j'ai les 3 signaux ici et il faudrait que je trouve bien sûr les fonctions de base. Première question, exprimer x1, x2 en termes de fonctions de base trouvées dans la partie 1. Dessiner le diagramme de constellation pour cet ensemble de signaux. La solution, l'étape 1, donc je reprends les signaux ici pour avoir une vue donc de xi. L'étape 1, je calcule donc l'énergie de ce signal-là, donc c'est l'intégrale de x1 au carré dt. x1 au carré, ça prend 1 plus 1, donc ça va me donner 2. Donc l'intégrale de dt moins l'infini, ça me donne, donc c'est généralement la surface de ceci au carré. Donc 1 plus 1, ça me donne 2. Le psi 1, il est exprimé en fonction de cette relation. Donc c'est x1 sur racine de e1, c'est 1 sur racine de 2. Donc si je prends x1 de t, c'est égal à racine de 2, psi 1. Donc x1 est égal à x1. Donc ça c'est la première étape de la procédure de Gram-Schmidt. Donc une fois que j'ai trouvé x11, donc c'est égal à, entre 0 et t, j'ai la valeur de 1 sur racine de 2. Ça c'est psi 1. Deuxième étape, je calcule le produit scalaire x2 psi 1. Donc x2 que multiplie psi 1. Donc je vais avoir x2 qui est là. Donc je vois que les deux intervalles sont disjoints. Donc psi 1 se trouve entre 0 et 2, alors que psi 2 se trouve entre 2 et 3. Donc c'est deux intervalles disjoints. Donc l'intégrale du produit, donc le produit de le psi 1 par, on voit bien ici le psi 1, c'est entre 0 et 1, entre 0 et 2. Donc multiplié par le 0 ici, ça me donne 0. Et puis le x2 prenant la valeur 1 entre 2 et 3, que multiplie 0 entre 2 et 3 ici, donc ça me donne un 0. Donc psi'2 peut être écrit en termes de x2, psi'2 est égal à x2. Pardon. Si je calcule maintenant l'énergie de psi'2, elle est égale à 1, puisque ici c'est juste 1 multiplié par 1, donc ça me donne un 1. Le psi'2, d'après la procédure de Gram-Schmidt, elle est égale à psi'2 sur la norme de psi'2. Donc psi'2 c'est x2. La norme de psi'2 c'est la racine de e psi'2. Ici il doit y avoir un psi'. Donc sur 1, donc ça me donne x2. Donc x de 2 est égal à 1. Donc on a, ici c'est égal à 0. Et psi'2, elle est égale à 1 juste entre l'intervalle 2 et 3. Donc c'est la deuxième fonction de base. Donc on va voir maintenant l'étape 3. L'étape 3, je dois calculer donc, le produit scalaire de x3 par psi1 et x3 par psi2. Ce qui nous donne, bien sûr, x3,1 et x3,2. Donc l'intégrale de x3 par psi1, ça me donne donc un racine de 2.
Donc x3 par psi1, ça me donne un racine de 2. L'intégrale de x3 par psi2, ça me donne un 1. Parce qu'ils ont le même, disons, la même valeur pour les deux. Hein. Donc je regarde ici. Donc x3, il prend les valeurs de 1, de 0 à 3. Psi1, donc c'est ceci par ceci, ça me donne donc 1 multiplié par 1, 1 multiplié par 1, plus 1 multiplié par 1, ça me donne 2. Et donc l'énergie, c'est 1 sur racine de 2. Donc ça me donne ceci. Donc racine de 2, ici ça me donne 1, puisque c'est seulement une valeur qui est égale à 1. Et donc le psi'3 s'écrit sous cette forme-là. Donc j'ai calculé ce terme-là et ce terme-là. Donc normalement c'est un produit scalaire, je dois le noter comme ça. Donc c'est-à-dire c'est un produit scalaire entre les deux. Et donc si je remplace x3, ça va me donner les 3 1, puisqu'il est égal à 1 de 0 à 3. La racine de 2 multipliée par 0 et 1. Donc racine de 2 multipliée par 1, 1, 0. Et le dernier point, moins 1 multiplié par 0, 0, 1. Pourquoi? Parce que psi2 est égal à 0, 0, 1. Psi1 est égal à 1, 1, 0 ici. Et donc quand je fais le calcul, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1. Donc moins racine de 2, 1. Et moins 1 ici, ce qui est multiplié par 0. Donc ça me donne tout simplement un racine de 2. Donc racine de 2. Et puis pour ici le 1 moins racine de 2 moins 0. Donc ça me donne 0. Et ainsi de suite. Donc les trois termes sont nuls. Donc si psi'3 est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de nouvelles fonctions de base. La procédure est terminée. Donc je peux écrire maintenant psi1, c'est 1 sur racine de 2x1. Et psi2, c'est égal tout simplement à x2, d'après les graphes que je vous ai montrés tout à l'heure. Le B, on doit exprimer les xi en fonction, exprimer les xi avec les fonctions de base. Donc x1 c'est racine de 2 psi1. x2 c'est parce que le psi1, on a vu que c'est 1 sur racine de 2 de x1. Donc si je multiplie par racine de 2, ça va me faire tout simplement x1. x2 c'est psi2 et x3 c'est racine de 2 psi1 plus psi2. Le diagramme de constellation, donc je vais avoir pour le premier x3, parce que ici je n'ai que deux fonctions de base, donc le x1 c'est tout simplement 1, 1, donc multiplié par racine de 2, le x3 c'est 1, 1, et le x2 c'est donc 0 que multiplie, non, 0, 1, d'accord? Donc ça on le voit pour les différentes valeurs de les xi qui sont données xi. Donc ici, il n'est exprimé que en fonction de psi1. Donc, je vais avoir racine de 2 en ce point-là. Et je vais avoir 0, parce que ici, c'est plus 0. Le x2, c'est tout simplement psi2 lorsque, donc ici, le xii est égal à 1. Et le x3, il est égal à racine de 2 que multiplie psi1, plus le psi2. Donc, ça me donne ce point-là. L'exercice 4, la représentation de la constellation de l'ensemble des signaux modulés donc, est donnée ci-dessous. Donc j'ai les coordonnées des quatre signaux SI. On vous demande de représenter cette constellation pour l'ensemble des signaux ci-dessus, préciser les axes et les coordonnées de chaque point. Donc vous voyez ici, j'ai 2 sur racine de 2, 0, 0. 0, 2 sur racine de 0. S3 c'est 0 moins racine de 2 sur 2, 0. Et S4 c'est moins racine de 2. Donc je vais voir maintenant la question B. Les fonctions représentées ci-dessus sont-elles des fonctions de base confirmées par des calculs? Donc on nous donne les deux fonctions de base psi1 et psi2 qui sont racine de 2, racine de 2. Ici, psi2 c'est racine de 2 moins racine de 2 comme coordonnées.
On vous demande de calculer les composantes du signal et donner une représentation temporelle de ces signaux. Cette constellation représente quel type de modulation? Donc, le corriger à l'aide des coordonnées de chaque point de la constellation, la représentation de la constellation de l'ensemble des signaux est donnée ci-dessus. Donc, j'ai les 4 signaux. Donc, je vais avoir le premier point, c'est racine de 2, 0, 0. Le S2, c'est 0 racine de 2. Le S3, donc c'est moins racine de 2, donc 0 pour l'axe des X, et pour l'axe des Y, c'est moins 2 sur racine de 2. Et puis le S4 ici, c'est, donc en abscisse, c'est moins racine de 2, 0, 0. Donc là, on remarque directement que, bien sûr, il n'y a que deux fonctions de base. Pourquoi? Parce que dans les quatre coordonnées ici, on voit qu'il y a un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici et un 0 ici. Donc la troisième dimension n'existe pas. D'accord? Donc on n'a que deux fonctions de base. Donc les fonctions de base qui sont représentées ci-dessus sont des fonctions de base. Donc on a ceci et ceci. Donc si je fais le produit de ceci par ceci, je vais avoir 1 multiplié par 1 plus 1 multiplié par moins 1. Donc qu'est-ce que je vais avoir? 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc ils sont bien orthogonaux. Pour voir maintenant s'ils sont orthonormés, donc je vais voir la norme de ces deux signaux. Donc je vais avoir psi1, c'est le produit scalaire de psi1, psi2 à la puissance 1,5. Donc c'est l'amplitude au carré multipliée par la durée, donc à la puissance 1,5. Donc je regarde, je vais avoir 1 sur racine de 2 au carré. La durée c'est combien? C'est 2, donc multiplié par 2. Et le tout à la puissance 1,5. Donc ça me fait 1,5 ici au carré. Donc si je l'élève au carré, je vais avoir 1,5 multiplié par 2. Donc c'est fait 1. La racine de 1, c'est égal à 1. Deuxième fonction, donc psi2, je regarde sa norme, c'est toujours la même relation avec une amplitude au carré multipliée par la durée divisée par 2. Donc je vais avoir psi2, c'est égal à 1 sur racine de 2. Pourquoi? Parce que ici c'est avec un plus et avec un moins, donc si je prends au carré, donc je vais avoir la somme des deux, donc 1,5 au carré, multiplié par 2, la durée, à la puissance 1,5, ça me donne toujours un 1, donc elles sont bien orthogonales. Et j'ai dit tout à l'heure que psi1 et psi2, donc le produit scalaire de ces deux fonctions de base, il est égal à 1,5 multiplié par 1 racine de 2,5 et 1,5 multiplié par moins 1. Donc on le voit bien. Donc 1 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2 multiplié par moins 1 sur racine de 2. Donc c'est la somme des deux, elle est égale à 0. Calculer les composantes du signal SI, donner une représentation temporelle. Donc si je regarde les coordonnées que j'avais données tout à l'heure, donc c'était 2 sur racine de 2 psi 1 de t plus 0. Donc le troisième psi 3 n'existe pas. Donc c'est égal à racine de 2 que multiplie 1 sur racine de 2 multiplié par 1 parce que ce terme n'existe pas. Donc je vois bien que 2 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2, ça va me donner quoi? Un 1. 1 que multiplié par les coordonnées 1, 1, ça va me donner un 1. Donc on voit bien que ici j'ai un 1 pour le premier signal S1 de t. Pour S2 de t, c'est 0 psi 1, racine de 2 psi 2. Donc je vais avoir aussi le 2 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2, ça va me donner donc un 1. 1 moins 1, ça va me donner donc 1 moins 1. Le troisième, donc je vais avoir 0 pour le psi 1, 2 sur racine de 2 psi 2. Le psi 3 n'existe pas toujours, donc je vais avoir la même chose, donc 1 moins 1 moins 1. Pour le S4, je vais avoir donc 2 moins 2 sur racine de 2 psi 1 plus 0 psi 2, donc ceci disparaît. Donc je vais avoir la même chose, moins 2 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, donc ça me donne un 1, donc ça me donne un moins 1 moins 1.
Donc, S1, donc ça c'est la représentation temporelle des signaux. Hein. Donc, on avait donné les coordonnées tout à l'heure. Donc, j'aurais dû les mettre ici pour rappel. Donc, on voit bien que S1 s'écrit sur cette forme-là. Donc, ça, c'est les 4 valeurs qu'on a trouvées ici. 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1 et 1, 1. Donc, je vais avoir 1, 1, 1, moins 1. Pour S3, c'est moins 1, 1. Et pour S4, c'est moins 1, moins 1. Cette constellation, ou bien ces signaux, représentent quel type de constellation? Donc, maintenant, si je vais la mettre, je vais avoir 1, 1, 1, moins 1, moins 1 et 1. Donc, on a 4 points qui sont donc dans la constellation Psi1, Psi2. Donc, elle représente la constellation d'un signal modulé, soit par une modulation d'amplitude de phase à 4 états, donc une modulation par déplacement de phase à 4 états, MDP4, soit une modulation d'amplitude en quadrature de phase, MAQ. Donc, j'aurais dû normalement vous tracer les 4 points, mais ils sont évidents là. Donc, le premier point se trouve entre l'axe des X et l'axe des Y avec un coordonné 1, 1. Ici, elle va se trouver donc dans le deuxième quadrant. Donc, ça veut dire que c'est la partie inférieure à l'axe des Y. Ici, c'est la partie donc dans le carré, donc deuxième carré disons de la constellation. Et le moins 1 se trouve dans le dernier carré. L'exercice 5, le produit scalaire de deux signaux S de t, R de t continu dans le temps est défini par donc, le produit scalaire SR, c'est l'intégrale de S de t, R conjugué de t, dt. Calculez le produit scalaire suivant. Donc, on vous donne des combinaisons linéaires entre AI et les SI et les R. Donc, la même chose ici. Donc, on va voir que peut-on dire du produit scalaire. Donc, la solution, calculer le produit scalaire. Donc, si je fais ceci, donc le produit scalaire de ceci, c'est AS1 que multiplie plus AS2 plus A2S2 de T que multiplie R étoile de T. Donc là, je fais la distribution de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, je vais avoir A1 S1 de T R de T étoile plus l'intégrale de A2 S2 de T R étoile de T. Donc, ceci va me donner donc, le produit scalaire A1 S1 R, A1 S1 plus A2 S2 R, c'est égal à A S1 R et A2 S2 R. Donc, elle est distributive. Deuxième cas, donc là, je vais avoir le S de T. Normalement, c'est l'inverse. Hein. Ici, j'ai fait une erreur. Ici, normalement, c'est le S de T que multiplie A1 R1 plus A2 R2. Donc, c'est corrigé ici. Donc, si je fais la distribution de la multiplication par rapport à l'addition, je vais avoir S A1 étoile R étoile plus S2 A2 étoile R2 étoile. Donc, c'est égal à A1, je vais tirer A1, c'est S1 R de T. Je vais tirer A2 S de T R2 de T. Donc, c'est égal à A1, ça c'est le produit scalaire de S1 de S par R1 et le produit scalaire de S par R2. Je vais suspendre l'enregistrement et bien sûr corriger. Donc on continue après avoir fait la correction. Donc j'ai le produit scalaire de S de T par cette somme-là, donc R1, A1 R1 étoile de T, A2 R2 étoile de T. Donc c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus de l'infini de S de T, A1 R1 plus A2 R2, donc R2 en étoile dt. Donc ceci, ça va me donner, donc je vais distribuer le produit par rapport à la somme. Donc je vais avoir S de T A1 R1, donc ici en étoile. Donc ici, le coefficient A1, on peut le mettre en étoile ou pas, c'est la même chose, puisque c'est des constantes. La même chose ici, plus l'intégrale de S2 A2 R2 étoile de T. Donc ceci
les A1 sont des constantes, je peux les faire sortir, donc les AI. Donc il me reste seulement ST qui multiplie R1 et ST qui multiplie S2. Et donc ça me donne donc la distribution ici. Ça, on voit bien que c'est bien sûr A1 qui multiplie S1R et A2 qui multiplie le produit scalaire S2R. Le sixième exercice montrait que ces trois fonctions de base sont orthonormées. Donc j'ai ces trois fonctions de base. Donc je dois montrer qu'elles sont orthogonales et qu'elles sont normées. Donc bien sûr, mutuellement, il faut montrer que les fonctions de base sont orthonormées mutuellement, 2 à 2. Donc je prends les psi i, psi j, qui est égal à l'intégrale de psi i, psi j étoile dt pour toutes les valeurs de i, et qu'elles sont normées. Donc je reprends les trois fonctions de base. Je vais donc montrer qu'elles sont normées, plutôt orthogonales, 2 à 2. Donc si je prends psi 1 et psi 2, donc psi 1 et psi 2, ça va me donner 1 multiplié par 0, donc 1 multiplié par 0. Et le deuxième, c'est 0 multiplié par moins 1. Et pour le troisième, c'est 0, 0, parce que ici, je n'ai aucune coordonnée pour l'intervalle 2 et 3. Donc entre 2 et 3, je vais avoir donc 0, 0. Donc je reprends l'intervalle 0, 1. Pour l'intervalle 0, 1, j'ai un 1 ici et un 0 ici. Pour l'intervalle 1 et 2, donc entre 1 et 2, ici j'ai un 0 pour psi 1 et j'ai un moins 1 pour psi 2. Et pour 2, entre 2 et 3, donc entre 2 et 3, j'ai 0 pour donc, les deux fonctions psi 1 et psi 2. Donc si je regarde ici, ceci donne un 0, donc psi 1 et psi 2 sont orthogonales. Maintenant, je vais prendre psi 1 et psi 3. Donc psi 1 et psi 3, donc c'est toujours donc, le produit scalaire qui est exprimé sous forme donc, compacte ou sous forme d'intégrale. Donc ici, quand je prends psi 1 et psi 3, donc entre 0 et 1, c'est la valeur 1. Ici, c'est la valeur 0, donc 1 et 0. Entre 1 et 2, donc entre 1 et 2, entre psi 1 et psi 2, donc c'est 0, 0. Et la dernière, entre 2 et 3, je vais avoir ici un 0 et ici un 1, donc ça me donne un 0. Donc elles sont, donc psi 1 et psi 3 sont orthogonales. La dernière, donc entre psi 2 et psi 3, donc le premier ici entre 0 et 1, c'est nul, j'ai 0, 0. Entre 1 et 2, j'ai moins 1 et j'ai 0 ici, on bien. Et pour l'intervalle 2 et 3, je vais avoir un 1 pour psi 3 et un 0 pour psi 2, ça me donne 0. Les trois fonctions de base donc, sont orthogonales mutuellement et qu'elles sont normées. Pourquoi? Parce que à chaque fois, la surface ici en vert foncé, elle est égale à 1. Donc c'est 1 multiplié par 1, donc, qui est égal à 1. Donc on voit bien psi 1, psi 1. Donc si je prends le psi 1 avec psi 1, donc c'est le psi 1 au carré. Donc c'est 1 au carré, 0, 0 et 0, 0 ici. Donc ça donne bien 1, 1. Donc pour psi 2, psi 2, psi 2, psi 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un 0 au carré et un moins 1 multiplié par moins 1, donc c'est au carré. Ça me donne un 1 et 0, 0, ça donne un 0. Pour psi 3, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un 0 multiplié par 0, puis un 0 multiplié par 0 ici, et le 1 par 1, ça me donne un 1. Donc, on voit bien que les trois fonctions sont normées. Donc, les trois fonctions de base citées, donc psi 1, psi 2 et psi 3, donc, que j'ai montré tout à l'heure, sont bien orthonormées. L'exercice 7, considérer l'ensemble des signaux. Donc, j'ai psi 1, psi 2 et psi 3 et psi 4. Trouver les fonctions de base et vérifier les propriétés, donner les composantes du signal. Donc, à l'aide de ces fonctions de base, représenter la constellation de 4 signaux et les coordonnées de chaque signal. Et en fin de compte, la dernière question, cette constellation représente quel type de modulation? On suppose que le signal est donné par la somme de ces deux
quelle expression de fonction de base est justifiée votre réponse. Par simple inspection donc, des quatre signaux S1, S2, S3 et S4, on voit bien que Psi1 et Psi2 sont donc deux fonctions de base qui vont donc remplir la fonction de base et on va vérifier si ceci est vrai. Donc les deux fonctions sont orthogonales. Donc je vais voir le produit donc scalaire Psi1 et Psi2, donc il est égal à 0 puisque les deux surfaces en vert gris sont donc disjointes. On a 1 qui multiplie 0 et puis 0 ici qui multiplie un 1, donc ça me donne toujours un 0. Elles sont normées, donc le Psi1, donc c'est 1, 1 plus 0, 0, donc ça donne un 1. Le Psi2, c'est 0, 0, puisque j'ai 0 multiplié par 0 ici, et je vais avoir 1 qui multiplie 1, donc ça me donne un 1. Donc les deux fonctions de base sont orthogonales. Donc on va voir les composantes du signal SI. Donc le S1, il représente bien sûr 1 Psi1 plus 1 Psi1. Donc il faut avoir en tête les deux, le signal SI de T tel qu'il a été représenté. Le S2 de T, donc c'est une fois multiplié par Psi1 moins 1 Psi2. Le S4 et le S3 donc, sont donnés aussi. Donc on a moins 1 Psi1 plus 1 Psi1. Et le S4 c'est moins 1 moins 1. Donc c'est aussi les coordonnées de l'exercice précédent. Donc à l'aide de ces fonctions de base, la représentation est donnée ci-dessus. Donc je vais avoir ici c'est S1, S2, S3 et S4. Donc Psi1, il est donné ici, donc c'est 1, 1. Psi2, c'est 1 moins 1, donc c'est ce point-là. Donc plutôt 1 moins 1, c'est ce point-là, S2. Puis S3, c'est moins 1, 1, donc c'est ici. Et le dernier, c'est le S4. Donc ça, c'est la représentation, bien sûr, de la constellation en fonction des bases que j'ai données tout à l'heure. Elle représente quel type de modulation? Donc là, on voit bien que c'est une MAQ ou bien une MDP4. Elle représente l'amplitude en quadrature phase ou une modulation par déplacement de phase à 4 états. On suppose que le signal est donné par cette relation, donc c'est une MAQ16. Quelle est l'expression? Donc S de T est un signal modulé par déplacement d'amplitude en quadrature de phase. L'expression des fonctions de base justifiée par votre exemple. Donc l'expression des fonctions de base, c'est je prends le premier terme pour Psi1 et le deuxième terme pour Psi2. Donc les composantes de l'ensemble des signaux vérifient bien la relation S de T. Donc je vais avoir 1, 1, moins 1, 1, puis 1, moins 1, et puis moins 1, moins 1. Donc ça représente les quatre signaux. Donc les quatre fonctions de base, Psi1 et Psi2 doivent être orthonormées. Donc ça, on a déjà fait le calcul, un cosinus par un cosinus. Donc ça me donne une valeur sous cette forme-là. Et donc, un cosinus par un cosinus se traduit par un demi, le sinus de la différence plus le sinus de la somme. Donc ça me donne une valeur sous cette forme-là. Donc c'est à peu près la même procédure que l'exercice qu'on a fait précédemment. Donc le Psi1 par Psi1, donc ça me donne à peu près égal à 1. L'exercice 8, donc on vous demande d'utiliser la procédure d'autocornélisation de Gram-Schmidt pour le signal. Donc SI de T dont les composantes sont représentées ci-dessus. Donc on a un signal qui est sous cette forme-là. Et on vous demande de trouver, donc c'est aussi le même exercice que tout à l'heure pour les SI, donc avec les composantes qui sont données sous cette forme-là. Donc la procédure, on commence par sélectionner le premier signal S1 de T, on le normalise pour avoir le vecteur orthonormé Psi1. Donc à partir de S1, je tire Psi1. Donc la procédure, c'est Psi1 de T, c'est S1 sur la norme de S1. Donc c'est S1 de T sur le produit scalaire de S1 de T par S1 de T à la puissance 1,5. Donc c'est toujours S1 de T divisé par l'amplitude au carré par la durée à la moitié. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'amplitude qui est égale à 1 au carré.
multiplié par la durée qui est égale à 2. Donc, ça va me donner donc racine de 2. SI sur racine de 2. Donc, le psi prime, le psi de t, c'est SI de t sur racine de 2, le psi 1. Et donc, je vais avoir 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2 que je représente ici. Donc, ça, c'est la première fonction de base. On sélectionne le S2 et on normalise pour avoir le vecteur orthonormé psi2 comme suit. Se rappeler que le produit scalaire est à valeur scalaire et est égal à 0, puis on normalise psi2 pour obtenir un psi2. Donc, ce produit scalaire, on doit le calculer, et ici, c'est S de 2. Donc, S de 2, c'est 1 moins 1, 0. Et le produit scalaire ici, donc avec un signe moins, ici le signe moins. Donc, ici, je vais avoir le produit scalaire, donc c'est le produit des deux. Donc, je vais avoir S2, c'est 1 moins 1, 0. Et, bien sûr, le psi prime 1, c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 0, qui multiplie psi 1. Donc, si je fais le calcul, donc je vais avoir la relation ici à calculer. Donc, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ça va me donner la moitié. Donc, je calcule d'abord ce produit-là. Et puis, moins 1 sur racine de 2, moins 1, ça fait moins 1 demi, plus donc le 0. Et donc, ça me donne un 0, parce que je vais avoir un demi ici, le produit de ceci avec ceci, moins un demi pour le produit de ceci avec ceci, et le 0. Donc, ça va me donner donc un 0. Donc, la somme de ces trois, ça donne un 0. Donc, ceci est égal à 0. Il ne me reste que ce terme-là. Et c'est donc psi prime 2, c'est 1 moins 1, c'est un S2 en fin de compte. Donc, psi prime 2, c'est S2 sur la norme de psi prime 2. Donc, la norme de psi prime 2, je vais avoir 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, ça va me donner ici le tout à la puissance 1 demi. Et psi prime 2, c'est 1 moins 1. Donc, je vais avoir 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, 0. Et je le représente sous cette forme-là. Sélectionner le troisième signal. Donc, on le normalise pour avoir le troisième signal orthonormé, donc qui est la fonction de base psi3, comme dans l'étape ci-dessus. Donc là, on va avoir le produit de S3 par psi1 et de S3 par psi2. Donc là, multiplié par psi1 et ici multiplié par psi2, donc avec la relation qui est d'entrer ici. Donc je remplace ici le S3 par ses coordonnées. Le S3 par ses coordonnées, le psi1, je l'ai donc sous forme de coordonnées ici. Donc je laisse le psi1 parce que tout dépend de ce produit-là. Ici, j'ai le S3 et le psi2 qui est égal à ici. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Si je multiplie ceci par ceci, je vais avoir moins, donc le 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, moins, donc le produit scalaire de ceci par ceci, ça va me faire donc une valeur normalement ici, c'est moins racine de 2 plus racine de 2. Hein, donc les signes sont inversés. Normalement, j'ai un moins ici, un plus ici, plus le 0, donc c'est la même chose que multiplier psi 1, moins, bien sûr, le moins 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2, 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme ce terme-là? Donc, si je multiplie ceci par psi 1, donc le psi 1, il est donné sous cette forme-là. Hein, donc, il est ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2. Donc, il n'y a que le signe moins entre les deux. Ça les différencie, ça me donne un 0. La même chose pour le dernier. Donc, pour le... donc, ça, c'est 0, 0 ici. Il me reste donc le psi2 que multiplie. Donc, si je fais le calcul de ceci, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, donc, le moins avec le moins. Ça me donne donc 2 fois, avec un signe moins, c'est 2 racine de 2 sur 2.
Ici, c'est la somme des deux, ça donne 0, donc c'est 0. Que multiplié psi 1, ça donne 0. Ici, 0. Donc ça aussi, c'est une autre explication. La somme de ces deux va me donner donc moins 2 sur racine de 2, que multiplie donc psi 2. Psi 2, on le voit ici, donc c'est 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, que multiplie 1. Donc ceci, ça va donner quoi? Ça va donner 2 sur 2, ça va me donner un 1, donc c'est avec un signe moins. Et puis 2 sur 2, ça va me donner donc 2 racines de 2 sur 1 sur racine de 2, c'est 2 sur 2. Ça va donner 1 avec un signe moins. Et le signe moins qui est ici, ça me donne un plus 1. Et puis le 0, ça donne un 0. Donc quand je fais la somme de ces deux vecteurs, donc 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Et donc ça me donne 0. Donc le psi 3 est nul. Donc il n'y a pas de troisième fonction de base. Sélectionner le troisième signal, on normalise pour avoir le troisième. Donc le psi 4, là aussi, si je fais le calcul, donc j'ai le S4 ici avec ses coordonnées qui sont là, moins 1, 0, 0. Le produit scalaire, donc c'est moins 1 de S4, c'est moins 1, 0. Et le psi 1, c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. La même chose ici, le S4 multiplié par le psi 2, que multiplie psi 2. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins racine de 2, moins racine de 2, plus 0. Donc on a le moins et le 0. Donc moins 1 sur racine de 2, que multiplie psi 1. Ici aussi, je vais avoir le moins et le plus ici. Moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2, 0, que multiplie donc psi 1, psi 2. Donc si je remplace le psi 1 et le psi 2, donc je vais avoir moins 2 racine de 2 avec le signe moins, ça va me donner 2 sur racine de 2. Le psi 1, c'est cette valeur-là. Et puis ici, je vais avoir moins 1 racine de 2 plus 1 racine de 2, ça va me donner 0. Donc c'est des 0, que multiplie psi 2, c'est des 0. Et donc ici, je vais avoir 1, moins 1, 0. Et puis, si je fais le produit de ceci par ceci, ça va me donner 1, 0, 0. La même chose, ce terme-là par ce terme-là, ça va me donner un 1. Et donc, l'ensemble, le psi 4 est égal à 0. Donc, psi 4 est égal à 0. Donc, il n'existe que deux fonctions de base. Maintenant, on va chercher les coordonnées des SI de T. Les coefficients AIJ de cette décomposition représentent le signal SI, sont donnés par. Donc, le AIJ, c'est le SI par le psi J. Donc, je prends un SI, je le multiplie par un psi J. Donc, c'est bien sûr le produit scalaire de SI par psi J. Avec J, prenons les valeurs 1, 2 jusqu'à 1. Donc, le A1, c'est l'intégrale, donc c'est le produit scalaire de S1 par psi 1. Donc, S1, c'est 1 demi. Et le psi 1, il représente donc bien sûr comme première coordonnée 1 sur racine de 2. Deuxième coordonnée 1 sur racine de 2. Donc je vais avoir 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2, avec 2 racines de 2. Le A12, la même chose, c'est S1 par psi 2. Donc je vais avoir 1, 1. Donc pour le S1, c'est toujours 1 multiplié par 1. Et donc je vais avoir 1 multiplié par racine de 2, moins 1 multiplié par plus racine de 2. Donc ça me donne 1, 0. Donc le deuxième terme de S1, il est égal à 0. Ça, donc on le voit bien ici. Pardon. A2, donc c'est donné. A12 est égal à 0, puisque c'est en fonction de psi 2, donc ça donne 0. Le S1, c'est racine de 2. Attention, ce n'est pas ces coordonnées qu'on doit trouver, hein, qui sont données ici, puisqu'on l'exprime en fonction de deux coordonnées qui sont psi 1 et psi 2. Donc, je dois avoir seulement deux valeurs, attention, qui sont différentes de celles-ci. Donc, je vais continuer pour le signal S2. Donc, A21, c'est S2 psi 1 et A22, c'est S2 psi 2. Donc, quand je fais le calcul, donc le S2 est égal à 1 et donc 1 et moins 1. On le voit bien ici, A et moins 1 qui sont ces deux points.
à multiplier par 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, qui sont les coordonnées de psi 1. Donc ça me donne 0. 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 est égal à 0. Le A de 2, la même chose. Donc c'est en fonction de psi 2. Donc je vais avoir un 1, puis un moins 1 à multiplier une fois par 1 sur racine de 2, une fois par moins 1 sur racine de 2. Donc ça me donne 2 sur racine de 2. Donc on a le S2, c'est 0, 2 racine de 2. D'accord? Donc on a ces deux valeurs. Pour le signal S3, donc sa première coordonnée, c'est le produit scalaire de S3 par psi 1. Donc A3, c'est, on a les coordonnées, c'est moins 1, 1. Donc je dois trouver moins 1 et 1 ici. Ça, c'est les coordonnées de S1. Ça, c'est les coordonnées de psi 1. 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc c'est moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 est égal à 0. La même chose pour A3, donc c'est avec psi 2, le produit scalaire de S3 par psi 2. Donc je vais avoir le moins 1 et le plus 1 ici, et ça c'est les coordonnées de, bien sûr, psi 2. Donc ça me donne moins 2 sur racine de 2. On a donc le S3 qui s'écrit sous cette forme-là. Donc 0 avec moins 2 sur racine de 2 plus 2 sur racine de 2, pardon. Pour le S4, donc avec le produit scalaire avec psi 1 me donne la première coordonnée. Et donc je vais avoir pour le S4, j'ai des signes moins, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ça me donne donc moins 2 sur racine de 2. A4, 2, c'est S4 avec psi 2. Donc S4 avec psi 2, je vais avoir moins 1 qui sont les coordonnées de S4, 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, la coordonnée de psi 2. Et donc ça va me donner moins 1 plus 1, ça me donne donc le 0. On a le S4 qui est exprimé sous cette forme-là, donc c'est moins racine de 2 sur 2, 0, puisque c'est le premier terme qui est égal à 1, les autres, le deuxième terme, il est nul. La constellation maintenant, on va le représenter sous cette forme-là. Donc j'ai les axes psi 1, psi 2 et psi 3. Et donc vous voyez, j'ai les 4 points qui sont donnés sous cette forme-là. Donc attention, la constellation qui est représentée sous cette forme-là avec des fonctions de base n'est pas la même chose que tout à l'heure qui était 1, 1. Donc 1, 1, moins 1, les points étaient situés ici. D'accord? Donc ici, il y a eu comme une rotation d'angle à cause des fonctions de base que j'ai prises. Hein. Donc les fonctions de base, c'est elles qui déterminent beaucoup plus la forme ou bien les points de constellation sur la constellation elle-même. Donc maintenant, on va passer à la modulation par déplacement d'amplitude à deux états. Un signal binaire de type NRZ exprimé par S de T est modulé par une modulation d'amplitude, une modulation par déplacement d'amplitude à deux états. Donner l'expression de M de T, donner l'expression de la forme G de T correspondant au signal binaire de type NRZ en fonction de D et de K, en déduire l'expression des fonctions de base des composantes du signal, donner la représentation de cette modulation, calculer l'énergie EV et la distance entre les symboles, ainsi que le rythme en puissance net AP, exprimer la probabilité d'erreur dans le cas des critères de maximum de vraisemblance en fonction de EV sur M0. L'expression de M de T, donc maintenant la solution, on sait que une modulation par déplacement de phase, c'est toujours le signal modulant multiplié par la porteuse, et ça c'est l'expression du signal M de T. S de T étant un signal numérique, donc c'est la somme des AK que multiplie G de T moins KT. Donc G de T moins KT, c'est ce qu'on appelle la forme d'onde. Les AK sont donc des éléments binaires qui sont transmis dans ce modulateur. Les valeurs de AK et de K de la tension correspondant à l'élément binaire 0 et l'élément binaire 1 à transmettre. Donc si K est égal à 0, alors AK est égal à 0. Et l'élément binaire 0 est codé à l'aide à G de T est égal à 0 volts. Si K est égal à 1, donc là c'est assez important à voir. Donc si K est égal à 0, donc les AK sont nuls. Donc le AK est nul. L'élément binaire est codé donc sous forme de 0 volts
Et donc, le G de T, il est égal à 0 volts lorsque K est égal à 0. Si K est égal à 1, AK est égal à 1, donc les éléments binaires vont prendre une amplitude qui est égale à 1, et l'élément binaire est codé donc, à G de T, donc le A, il prend 1, mais il va prendre, donc, lorsque j'utilise la fonction donc, de forme d'onde, elle est égale à A volts. Donc, ce qui va dire que ici, l'élément binaire est codé à A sous la forme d'onde G de A, et l'élément binaire 0, il est codé par 0. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir psi 1, je reprends cette relation AKJT, et donc ce terme-là, il va être égal à tout simplement A. Et donc, c'est égal, ce terme-là est égal à 1, donc cosinus oméga 0t plus phi 0. Donc, la fonction de base est donnée, donc psi 1, c'est A cosinus oméga 0. Les composantes du signal sont donc 0 et 1, S1 et S2. La représentation de la constellation de la modulation par déplacement d'amplitude à deux états, conformément à la relation M de T. Et donc, je vais avoir le 0 et je vais avoir le 1. Ici, bien sûr, S1, quand il est égal à 1, l'amplitude, elle est égale à A. L'énergie par bit, elle est égale à EB, c'est la moitié de 1 au carré plus 0 au carré, donc ça donne 1 demi. La distance entre S0 et S1, c'est la norme donc de S0 moins S1, c'est égal à la somme des coordonnées de S1 et S2 au carré. Donc ça va me donner 0 au carré plus moins 1 au carré, donc ça donne 1. Le rendement en puissance C net AP, c'est D2 sur EB, donc EB est égal à la moitié, donc D c'est égal à 1, donc je vais avoir 1 sur 1 demi, ça donne 1, 2. Sachant que la probabilité d'erreur s'élève suivant le critère du maximum de vraisemblance est donné par PEN, donc ça c'est donné dans le cours. C'est égal à la fonction Q de D sur 2 sigma. Alors, elle s'exprime uniquement en fonction de EB sur N0 de manière suivante. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier et diviser par EB, ici dans les deux termes. Donc, je vais avoir D0, EB, EB. Ici, le sigma, c'est égal à 1, 0, donc c'est égal à 2N, 0. Et qu'est-ce que je vais avoir? Puisque le D sur EB, 1, 0, il est égal à racine de 2, parce que D carré, c'est égal à 1. Donc, c'est racine de 2, donc ici, c'est racine de neta B. C'est égal à EB sur 2N0, donc qui est égal, donc le racine de 2 avec racine de 2 disparaît, c'est Q de EB sur N0. L'exercice D, on fait une transmission en bande de base sans porteuse de signal SI réalisée sur un canal idéal AWG. Dans la sortie est donnée, donc Y de T, c'est SI de T plus N de T. N de T, c'est le bruit. Avec I prenant les valeurs 0 et 1. Et bien sûr T, donc c'est le temps dans l'intervalle 0 TP. Donc 1 de T est un bruit gaussien, aléatoire additif de densité de probabilité, qui est la distribution des amplitudes P de X, décrit par la variable aléatoire telle que X, c'est la loi donc, de distribution standard du bruit, qui est donnée par cette relation P de X, 1 sur racine 2 pi sigma l'exponentielle, donc moins x2 sur 2 et 2. Le signal est codé comme suit. Aux états 0 est associé donc le signal A0, le signal S0 avec une tension moins A. Et donc ici, c'est un signal donc, bipolaire. Aux états 1 est associé un signal S1 avec une tension plus A. Donc on va prendre A est égal à 3 volts, donner la représentation électrique du signal S de T, donner la représentation électrique du signal Y de T, donner la signification du signal aléatoire, additif, blanc et gaussien et de la densité de probabilité de ce bruit. Le bruit est un signal aléatoire que
peut-on dire du signal Y de t, sachant que SI prenant les valeurs -A et Y est égal à S plus N, donné l'expression des densités de probabilité P0 et P1 qui sont centrées respectivement autour des valeurs -A et plus A, représenter ces densités de probabilité, donc pour la probabilité d'avoir un 0 et la probabilité d'avoir un 1, sur une figure dans le cas où, bien sûr, A est égal à 2 volts. Le signal Y de t, qui est la somme du signal entrant plus le bruit, est décrit par une variable aléatoire, I grand Y. Écrire cette variable en fonction donc, de cette relation, donc en fonction d'une densité de probabilité standard, en précisant les paramètres entre parenthèses. Assurer la zone qui correspond à la probabilité d'erreur, donc récupérer un état 1 quand un état 0 a été transmis, et donc P lorsque 0 est transmis, un 1 reçu, la probabilité de récupérer un état 0 quand un 1 est transmis, donc la probabilité que lorsqu'on transmet un 1, reçoit un 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les probabilités d'erreur sur les 2 bits. Donc, donner la représentation du signal électrique. Donc, si je prends un signal NRZ, donc NRZ, ça veut dire non-retour à 0. Ça veut dire que lorsqu'il prend une tension à 0, il la garde jusqu'à TS. C'est ça ce qu'on appelle NRZ. Unipolaire, ça veut dire qu'il est soit positif, soit négatif. Donc ici, il est positif avec un maximum de tension qui est égal à A. Sa densité spectrale, elle est donnée ici. Donc on voit bien qu'elle s'annule au point donc, K sur TS. Et que le maximum de puissance est concentré donc sur l'intervalle 1 sur T1. Donc c'est ce qui est important. Donc toute la puissance, elle est dans le lobe principal. Pardon. Le NRZ bipolaire, donc le NRZ bipolaire est identique à celui-là, ce signal-là, mais il prend donc les valeurs plus 1 et moins A. Plus A et moins A. Donc NRZ, il prend toujours la même valeur dans tout l'intervalle 0T. Donc toujours la même valeur dans tout l'intervalle 0T. Le RZ bipolaire, donc ici avec retour à 0, donc le retour à 0, ça veut dire qu'il ne garde pas la même tension entre 0 et TS, et on le voit bien ici. Donc ici, c'est le RZ à 50%, c'est-à-dire à la moitié de l'intervalle 0-TS, il revient à 0. Donc vous voyez que c'est un 1 qui revient à 0, c'est un moins 1 qui revient à 0, c'est un 0 qui revient à 0, et ainsi de suite. Donc il ne garde pas la tension durant tout l'intervalle 0-TS. Ici, il la garde seulement pour la moitié. Le RZ, donc le code RZ unipolaire, il a cette densité spectrale, et le code RZ bipolaire, il a cette densité spectrale. Donc vous voyez toujours le long principal. Ici, il est un peu étalé. Pourquoi? Parce que la durée de l'impulsion elle a été réduite de moitié, donc dans le domaine des fréquences, elle est écartée. Donc de plus, par rapport ici, c'est 1 sur TS, ici c'est 2 sur TS. La même chose ici, c'est 2 sur TS. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre donc, RZ et NRZ. Donc le code RZ et NRZ, ça permet donc de réduire le lobe principal ou de le mettre donc plus large. La représentation des signaux, donc on a un émetteur qui va transmettre un S de T avec moins 1 plus A. Ici, on a, donc ça c'est la représentation, donc comment se passe donc cette addition durant la transmission. Donc le NSD, donc avec une densité spectrale de puissance qui est égale à N0 sur 2. Et je vais avoir ici le Y de T qui est égal à S de T plus M de T. Donc si je prends une séquence de signaux 1, 0, 0, 0, 1, donc je vais avoir le SI de T, c'est donc plus A moins A. Donc lorsque c'est un 1, c'est un plus A. Lorsque c'est un 0, c'est un moins A. Donc on le voit ici. Maintenant, voilà ce qui se passe en ce point-là. Donc le Y de T, c'est la forme de ce signal-là, mais auquel on a ajouté du bruit. Donc vous voyez qu'il y a des perturbations ici qui sont dues à l'addition du bruit. Donc vous voyez qu'il se peut que le bruit ajouté au signal
dépasse donc l'axe des X et ça devient donc une erreur. Le signal S de T, donc une autre façon de le représenter. Donc j'ai un signal ici, donc 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Et donc le signal émis, c'est celui qui est en bleu. Le signal en rouge, c'est ce signal donc, qui représente Y de T, Y de N, ou plutôt Y de T est égal à S de T plus le bruit. Donc le rouge, c'est le signal avec du bruit. Donc vous voyez que le signal, le bruit il est plus rapide que le signal, donc il y a des déformations ou bien des variations très rapides du signal. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il va perturber le signal et ici en bas, j'ai le signal qui est récupéré donc après transmission, donc avec un détecteur. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Lorsque je viens décider, donc c'est au niveau des flèches en bleu ici, ça représente l'horloge du récepteur qui va décider, donc il va faire la détection. Et donc ici, il va, à cet endroit-là, il va tester le bruit, donc il va prendre cette valeur-là, elle est négative, donc c'est un 0. Il vient à cet instant-là, il va détecter, elle est positive, donc ça donne un 1. Il vient ici, il va détecter que la valeur elle est négative, donc il va décider que c'est un 0, alors que normalement ici c'est un 1. Donc il y a une erreur. Ici, le signal est nul, donc il est négatif, Et la même chose, donc on continue. Il y a deux erreurs ici, celle-ci et celle-ci. Ici j'ai un 1, ici j'ai un 0. Donc c'est une erreur. Donc ça c'est dans le cas de la transmission des données en bande de base. Le bruit blanc, c'est une hypothèse qui est prise dans la plupart des situations. Le signal bruit blanc N de T a une fonction d'autocorrélation qui est quasiment nulle, sauf en T0, où la fonction d'autocorrélation CN-NT, elle est égale à N2. Le signal N de T est un bruit blanc. Blanc fait référence à la lumière blanche et donc il fait référence à la densité spectrale d'entité qui, dans ce cas particulier, prend une valeur constante indépendante de la fréquence. Donc ça veut dire que toutes les fréquences sont contenues dans ce bruit et toutes les fréquences prennent la même valeur constante en termes de tension. Et le blanc, point de vue couleur, ça représente toutes les fréquences donc, qui existent dans le spectre des fréquences. Donc N de T, si on le représente, il est sous cette forme-là. Sa fonction d'autocorrélation, elle est presque nulle, sauf en un point, où elle est égale à la norme de N carré. Donc si la fonction d'autocorrélation elle est égale sous cette forme-là, alors la densité spectrale du signal est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. Donc c'est le théorème de Wiener-Kitching. On ne va pas le démontrer ici. Donc un signal de densité spectrale constante contient toutes les fréquences avec la même valeur efficace. Donc c'est ce qu'on avait dit. En pratique, pour les montages électroniques, une résistance peut être donc considérée comme une source de bruit. Donc ça, c'est la fonction d'autocorrélation. Ça, c'est la fonction densité spectrale, bien sûr, du bruit. Donc les deux ici, ça concerne le bruit. Et donc le fait que ceci est une constante, donc on parle de bruit blanc qui contient toutes les fréquences du spectre. Donc la notion d'additif, si on revient ici, voilà. La notion d'additif, ça veut dire que le bruit, il vient s'ajouter à ce signal. Et donc, le bruit va donner des variations aléatoires à ce signal qui est continu, qui est connu, qui est déterministe. Donc, ce bruit s'ajoute au signal transmis. C'est ça la notion d'additif.
Fonction densité de probabilité gaussienne, donc ça veut dire que sa fonction densité de probabilité, elle est sous cette forme-là, donc ça c'est la loi de Gauss, et elle est définie par une cloche, donc qui est, par exemple ici on l'a dessinée avec une valeur moyenne nulle, donc 1 de 0, et ici avec un sigma x, avec un sigma qui est égal à 0,25, et ça nous donne donc une fonction densité normalisée sous cette forme-là. Donc ici, c'est la normalisation. Sachant que x1 de t est aléatoire, que peut-on dire de z de t, sachant qu'ils sont reliés par, plutôt y de t ici, sachant que y de t et z de t sont reliés par si de t et n de t, par la somme des deux. 1 de t est aléatoire, sachant que SI de t généralement est un signal déterministe, alors la somme de ces deux signaux donne un signal qui est aussi un signal aléatoire. Donc il prend la propriété du bruit et il devient aléatoire. Les expressions des densités de probabilité P0 Y et P1 de Y, qui sont centrées respectivement sur les valeurs moins A et plus A. Donc ça c'est la fonction densité de probabilité. Le bruit est de type gaussien, sa valeur quadratique moyenne est notée sigma au carré. Donc, sa moyenne, c'est mu ici. Soit P0 et P1, les probabilités d'émettre un état 0 et un état 1. Et la probabilité d'erreur s'écrit, donc la probabilité que, donc on transmet un 0, on reçoit 1, et ça c'est la probabilité d'erreur, plus la probabilité de transmettre un 1 et recevoir un 0. Donc là, c'est probabilité de récupérer un état 1 quand un état 0 a été transmis, ou bien c'est la probabilité qu'un 0 a été émis, multiplié par la probabilité que Y est positif. Donc si je fais le calcul, donc ça on l'a fait dans le cours, P de 0, 1, c'est P de 0, donc d'abord il faut que le 0 existe, multiplié par P de Y supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini P. Et ça me donne donc P de 0, l'intégrale de ceci. Puisque ici, le 0 est donc centré autour de la valeur moins A, donc on va la prendre comme étant donc moins A comme étant la valeur moyenne. La probabilité de récupérer un état 0 quand 1 a été transmis, donc c'est la même chose, c'est la probabilité qu'un état 1 a été émis, multiplié par la probabilité que le Y soit négatif. Donc la probabilité d'avoir une erreur, lorsque 1 est transmis, le 0 est reçu, donc c'est P de 1 multiplié par la probabilité que Y est négatif. P de 1, c'est la probabilité d'avoir un 1. Donc la même chose ici, c'est l'intégrale de P de 1 Y dy, c'est égal à ceci. Donc ici, je vais avoir, attention, donc pour le 1, c'est plus A, donc c'est pour ça que j'ai seulement le moins A au carré. Tout à l'heure, c'était moins A au carré. Donc pour pouvoir répondre aux questions B et D, donc ça c'est 1 moins A et plus A, donc c'est les valeurs qui sont prises par le 0 et par le 1. P de 0Y, donc comme valeur centrale, c'est moins A. Et donc j'ai la loi de Gauss ici, donc gaussienne. Pour les 1, pour avoir la probabilité de R, donc c'est la densité de probabilité, elle est gaussienne, donc elle est là. Donc c'est cette partie-là. Et donc elle est centrée sur plus A. Donc il y a ici une zone commune. Donc vous voyez, j'ai une zone commune. Donc l'une pour la bleue et la deuxième ici, c'est pour la rouge. Donc c'est là les deux problèmes. Donc c'est la probabilité d'avoir un 1 lorsqu'un 0 a été transmis. Et ici, c'est la probabilité d'avoir un 1 lorsqu'un 0 est transmis. Ici, c'est le contraire. C'est la probabilité d'avoir un 0 lorsqu'un 1 a été transmis. Donc ça, c'est les deux probabilités d'erreur qui sont exprimées par cette relation et la relation de tout à l'heure. Donc pour la réponse C, le signal YT qui est la somme de SI et de N de T est décrit par une variable aléatoire grand Y. Cette variable aléatoire, donc c'est
la densité de probabilité gaussienne, donc, qui est normalisée, donc avec la valeur A et sigma au carré, où A est la moyenne et sigma est la variance. Donc ça, on l'a vu, les densités de probabilité de P de 1 et P de 0 sont centrées respectivement autour des valeurs moins A et plus A. On fait l'hypothèse que la probabilité d'émettre P0 d'émettre un état 0 est égale à la probabilité P1 d'émettre un état 1. Donc c'est P0, c'est égal à P1 qui est égal à 1 demi. C'est la même probabilité d'avoir un 1 et un 0. Donc si je calcule ici la probabilité P de 0, 1, donc c'est ça, on l'a écrit tout à l'heure. Maintenant, P de 0, 1, c'est l'intégrale de ceci au carré. Donc c'est 1 demi. Donc ici de 0 à l'infini, je vais prendre maintenant l'intervalle de A sur sigma jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que le P de 0, c'est jusqu'à A sur sigma. Et donc ça va me donner, donc j'ai fait un changement de variable. Donc au lieu d'avoir Y plus A, je vais avoir seulement Y et les bornes changent. Et donc ceci, ça va me donner 1 demi de Q, donc de A sur sigma, où F, donc RC, elle est définie comme suit. Donc Q de X c'est 1, c'est aussi la fonction RC, c'est ce terme-là. Et Q de X, elle est égale à RC de X sur X sigma 2. Donc cette relation-là, je peux l'écrire sous cette forme-là. Donc P de QA, c'est 1 demi Q de A sur sigma. Il est égal donc à 1 quart RC. Donc je fais ici la moitié. Donc j'ai 1 demi par ce 1 demi, ça me fait donc 1 quart. RC A sur racine sigma. De la même manière, je vais le faire pour la deuxième probabilité d'erreur. Donc je vais avoir ceci. Donc pour avoir de 0 à moins l'infini, donc je vais utiliser la formule de 1 moins. Donc je vais avoir ceci. Donc ici j'ai transformé les bornes de l'intégrale de 0 à plus l'infini avec la formule de 1 moins ceci. Pardon. Donc je fais le même calcul ici. Donc un changement de variable et ça me donne donc 1 demi de Q moins A sur sigma. En introduisant la fonction R de C, donc je vais avoir la probabilité donc de recevoir un 1 quand, de recevoir un 0 quand un 1 a été transmis. Donc c'est 1 demi moins 1 sur Q de moins 1 sur A. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc le rendre sous forme. Donc ça va devenir tout simplement Q de A sur sigma. Donc, plutôt la deuxième, c'est puis P de 0, 1, c'est 1 demi de Q. Donc je fais la somme de ces deux. Donc P de 0, 1 plus P de 0, 1 qui constitue la somme des deux qui représente la probabilité d'erreur. Donc je vais avoir ceci plus ceci, ça va me donner ceci. En utilisant la fonction, la propriété de la fonction Q de moins X, c'est 1 moins Q de X. Donc ça c'est la deuxième partie. Donc si j'intervertis donc le X avec moins X, ça va me donner 1 moins Q de X, on obtient P de 0, ça va faire donc 1, ceci reste la même chose. Ici, je vais prendre le Q de moins A sur sigma, c'est 1 moins Q sur A. Et donc, cette somme-là, qu'est-ce que ça va faire? Donc, je vais distribuer, je vais avoir moins 1 demi Q de moins A, avec Q de 1 demi de moins K. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais développer ceci, ça va me donner 1 demi de Q sur A sigma, plus 1 demi, moins 1 demi, donc qui est là, moins 1 demi, et je vais avoir plus de 1 demi de Q sur A. Donc les 1 sur K, les 1 demi disparaissent, il me reste seulement la somme des probabilités, ça va me donner donc la probabilité d'erreur, elle est égale à Q sur A sur sigma. Donc si j'utilise Q de X, c'est RC, donc je vais avoir P de E, ça va devenir donc 1 demi RC, donc A sur sigma, en utilisant donc bien sûr cette fonction RC. Le rapport A sur sigma représente le rapport signal à bruit. Donc A sur sigma, je peux l'écrire en fonction, donc sigma c'est 1, 0 sur 2.
Donc, je vais avoir donc A sur sigma racine de 2 est égal à A sur racine de 2. Le sigma, c'est racine de 1, 0 sur 2. Donc, ça va devenir, le sigma est égal à racine de 1, 0 sur 2. Ça va devenir donc racine de 2 sur 1, 0. Donc, ça va donner 1 sur racine de 2. Donc, ici, le A, c'est racine de EB. Ça, on le connaît. Donc, qui est bien sûr la distance entre 0 et le point. Et donc, ça va me donner racine de EB sur 2. Donc, racine de 2 sur racine de 2, ça va disparaître. Donc, ça va devenir tout simplement A sur sigma racine de 2 est égal à racine de EB sur 1, 0. Et donc, la fonction RF, elle va s'écrire sous cette forme-là, donc seulement en fonction de EB sur 1, 0. Donc, ceci me donne une courbe donc, pour pouvoir donc, trouver la puissance A sur racine de sigma. Elle est exprimée ici en forme de 20 log de A sur sigma sur cette partie-là. Et par exemple, un rapport signal à bruit de 20 dB, donc c'est ici, il génère une probabilité d'erreur qui est égale à peu près donc 3, à peu près 3, 10 moins 3. Hein, donc entre 3 et 2, 10 moins 3. Ça veut dire que sur 300 états reçus, donc les plus ou moins A, on a un état qui est probablement faux. Donc on fait 3 erreurs sur 1000. Donc ceci termine cette séance. Donc à la prochaine séance. Assalamu alaikum.